Premier registre, les dimensions de l'engagement dans le territoire. Deuxième registre, les dimensions de coopération dans le territoire. Troisième registre, la dimension de systémie dans le territoire. Et quatrième registre, la dimension de valeur créée et d'évaluation des effets de ce que l'on fait dans le territoire. Quand je dis de ce que l'on fait, de ce que les acteurs du territoire font et ont l'impression de faire quand ils s'activent ou pas sur ces questions de transition. Euh, ces quatre portes d'entrée, donc Benoît le rappelait tout à l'heure, elles sont issues d'un travail de qualification, caractérisation des territoires pionniers, pilotes avec les villes pairs et d'autres territoires qui étaient interrogés un peu dans le même mouvement par des partenaires et qu'on est venu du coup peaufiner, affiner. Et donc là encore une fois, hein, c'est pas, ça n'a pas valeur d'absolu, mais c'est quatre poignées, si vous voulez, pour pouvoir se saisir dans le dialogue et dans la discussion d'enjeux qui nous paraissent absolument stratégiques pour aider le territoire à avancer. Je rentre un peu dans le détail. Sur le premier registre, l'enjeu, c'est d'interroger les acteurs sur ce qui crée les conditions de l'engagement, à la fois de leur engagement individuel, et c'est là où on rentre dans une dimension sensible, c'est-à-dire qu'on va chercher la personne qu'on a en face, pas sur son discours officiel, on va la chercher sur son discours subjectif, intime. Qu'est-ce qui, elle, la met en mouvement? Et ensuite, dans un deuxième registre, enfin dans un deuxième mouvement dans ce registre, qu'est-ce qui fait qu'elle pense que les acteurs du territoire se mettent en mouvement? Sur quoi ils s'engagent? Et dans des dimensions qui peuvent parfois être de l'engagement critique ou contraire aux enjeux de transition. Des gens qui pétitionnent ou qui critiquent une opération, un projet, une politique publique ou un projet entrepreneurial privé, c'est des formes d'engagement. Donc là, on va, si vous voulez, s'intéresser finalement à ces conditions d'engagement. Qu'est-ce qui met les acteurs en désir? C'est quoi leur rêve? C'est quoi leur vision? Pas au sens où ils sont complètement illuminés, hein, mais au sens de leur vision prospective, de ce pourquoi ils s'engagent dans le futur, l'avenir de ce territoire, si on se projette à 10, 15, 20 ans, comment ils voient les choses et les besoins du territoire, sur quoi il faudrait avancer, les spécificités, ce qui fait que ce territoire est pas comme un autre. Toute la dimension patrimoniale du territoire, ce qui fait que ce territoire a une histoire, une saveur particulière et que les gens sont fiers d'habiter dans ce territoire. Vous voyez, c'est des dimensions qu'on va chercher et là, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'adaptation au réchauffement climatique? C'est quoi le rapport avec, je sais pas moi, le projet pilote en matière de transition énergétique? Ben justement, c'est le début du diagnostic sensible, c'est-à-dire qu'on va faire un pas de côté, on ne va pas rentrer de manière frontale sur, alors pour vous, la transition, c'est quoi? Ça se trouve, le terme, il ne l'emploie pas, ce n'est pas un terme qui fait sens. Par contre, d'aller les chercher sur qu'est-ce qui vous met en mouvement, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos désirs, c'est quoi les dimensions, les ressorts de l'engagement dans votre territoire, en fait, ça les fait parler de transition, mais avec d'autres manières de l'aborder. Donc, voilà, ça, on cherche à le travailler. Et puis, sur les questions d'engagement, ben, on cherche aussi à regarder comment le territoire reconnaît et valorise l'engagement des acteurs. Est-ce que quand vous avez des agents qui font des efforts en périscolaire pour faire en sorte que les menus soient mieux adaptés aux besoins des enfants tout en respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, c'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres, est-ce que les agents, la direction qui porte ce projet, elle est reconnue pour ce qu'elle fait, ce qu'elle est facilitée, ce qu'elle est outillée? Ou est-ce qu'au contraire, elle a le sentiment que bah non, c'est pas reconnu voilà, donc c'est ça aussi qu'on va aller chercher, si vous voulez, dans ce premier registre, de créer, favoriser les conditions d'engagement des acteurs. Donc je le répète, la dimension individuelle subjective, la dimension collective, et puis tous les registres de l'engagement, y compris critiques et patrimoniaux, qui sont un substrat favorable à pouvoir parler de transition. Le deuxième registre, c'est celui de la coopération, avec une définition à la fabrique de la coopération qui est un peu détonnante, mais qu'on assume. C'est de dire que la coopération, c'est la capacité à mettre les conflits, les différends au travail. C'est-à-dire que la coopération, ce n'est pas l'absence de conflit. Et quand je dis conflit, je ne parle pas de violence. Un conflit, c'est le stade avant la violence où on ne peut plus s'entendre et on n'arrive plus à discuter ensemble. Le conflit, c'est ce qui peut nous mettre en tension. Alors, si on parle de conflit, c'est un peu dans une logique voilà, de marquer les esprits, au sens où ce qu'on va chercher plutôt, ce n'est pas le conflit indépassable, c'est plutôt les différences d'approche, les différents points de vue,
mais qui peuvent des fois s'exprimer de manière assez véhémente, quoi. On n'est pas d'accord et on le dit. Et il y a des tensions dans le territoire. Et il peut y avoir des territoires où ça ne se parle plus, où il y a différentes directions qui n'arrivent plus à travailler ensemble au sein d'une collectivité, ou des élus qui, pourtant au sein d'une même majorité, n'arrivent pas à s'entendre par rapport à l'ambition du territoire. Prenez le VP à l'économie, attractivité, etc., puis le VP à la biodiversité. Des fois, ce n'est pas évident. Vous voyez, donc c'est ça qu'on entend par mettre les conflits au travail, c'est-à-dire de révéler les tensions dynamiques, plus ou moins exprimées de manière explicite ou larvée, qu'on va venir exhumer pour les mettre en activation. Alors, et là encore, je renvoie à la diplomatie territoriale, c'est-à-dire qu'on ne va pas activer tout ça en mettant, pardon de l'expression, mais le nez des gens dans ces situations qui sont voilà, des fois problématiques. Hein, regardez, ça ne marche pas, ben voilà, débrouillez-vous. Non, ok, voilà pourquoi a priori ça ne marcherait pas. Ou voilà les tensions qui nous apparaissent ou les hypothèses que l'on peut faire. Mais en même temps, on aide le territoire, si vous voulez, à se regarder vraiment dans un miroir, quoi, et à observer bah, des manques, des défauts, des choses qui ne fonctionnent pas et qui mériteraient d'être soignées, d'être traitées. À cet endroit-là, on va beaucoup travailler aussi les questions de gouvernance. Mais vous voyez, une gouvernance au sens autant informel que formel. Il y a la gouvernance sur le papier, hein, l'organigramme, les instances, et puis vous avez le réel, là où ça se discute, dans le couloir, entre deux portes, dans des espaces plus ou moins tenus, institués, où il n'y a pas nécessairement de compte rendu derrière. Donc, on prend la gouvernance vraiment dans cette notion de pilotage, de portage à la fois politique, technique, partenarial, et on va regarder aussi la gouvernance au-delà des instances formelles, c'est-à-dire à l'échelle du territoire. Toutes les logiques, et Karine porte ça au CEREMA, les logiques de participation, d'implication citoyenne, de co-construction, comment ces processus sont tenus, c'est-à-dire au-delà de la gouvernance formelle, les processus qui à chaque fois s'adaptent en fonction du sujet, de son périmètre, de son calendrier, des enjeux réglementaires, ça va être des processus ad hoc. Et donc, comment cette dynamique de coopération s'engage dans le territoire, avec quelle portée, quels bénéfices et quelles limites et quelles difficultés. Le troisième registre qu'on va travailler, c'est celui de l'approche systémique. En gros, est-ce que les acteurs avec lesquels on interagit sont conscients d'être partie prenante d'un système? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut changer de système ou qu'il faut simplement l'ajuster? Est-ce qu'ils ont conscience des autres points du système qui sont des points nodaux qu'il faudrait faire évoluer? Qu'est-ce qu'ils observent de ces différents points du système? Comment ils voudraient les faire changer? Est-ce que dans les projets qu'ils déploient, ils acceptent et ils adoptent une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui va s'autoriser le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, le fait de mettre en intégration des sphères d'enjeux qui sont parfois contradictoires. Je parlais de biodive et d'économie. Ben voilà, une approche systémique, c'est une approche qui est en capacité et de développer l'économie du territoire en respectant et en préservant et en régénérant la biodiversité. Comment ça se fait? On voit bien que c'est des contradictions et a priori des tensions qu'il va falloir voilà, travailler avec des écosystèmes d'acteurs qu'il va falloir réunir et agencer. On a besoin d'être plusieurs parties prenantes pour co-construire la façon de dépasser ces tensions. Donc, est-ce que ça, les acteurs qu'on interviewe, ils le portent? Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas leur dire de manière frontale, bon alors, vous, l'approche systémique, comment vous faites? Oh, bah non, le terme, d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire? Chacun a sa définition, c'est un mot valise. Donc là aussi, on va chercher des pas de côté. Vous voyez, on va les interroger sur la façon dont ils portent les projets, dont ils déploient les dynamiques. Est-ce que c'est du participatif ou pas? Comment ils traitent les contradictions? Est-ce que ça les arrête, ça les bloque, ou au contraire, est-ce qu'ils arrivent à les dépasser? Voilà, donc troisième registre autour de cette, j'allais dire, analyse du jeu de système, de la logique systémique. Et puis la quatrième sphère d'enjeu, pour ne pas être trop long mais initier quand même un peu de fond, c'est la dimension révélation de la valeur. Comment nos acteurs ont une posture qui permet non seulement de révéler, mais aussi de délibérer collectivement sur la valeur produite ou détruite quand ils mènent leur projet de transition. Est-ce que, par exemple, quand ils déploient des logiques systémiques en coopération qui valorisent l'engagement des acteurs, ils arrivent à apprécier la valeur créée, par exemple le niveau de confiance du territoire? Ou est-ce que c'est des choses qui sont complètement mises à la trappe? Et parce que ce n'est pas quantifiable, ça n'a pas de valeur. Est-ce qu'ils ont des modalités d'évaluation
qui soutiennent le pilotage des projets? Ou est-ce que c'est uniquement de l'évaluation en chambre, ex post, quand le truc est passé? Tiens, est-ce qu'on a bien répondu aux indicateurs qu'on avait dit qu'on allait résoudre? Ou au contraire, est-ce que on a des espaces collectifs où on délibère ensemble sur tiens, qu'est-ce que j'ai appris, comment je l'ai vécu, c'est-à-dire toute cette dimension aussi réflexive de l'évaluation. Et puis, je le disais en termes de confiance, en termes de santé, en termes de compétences, est-ce que ça permet de développer les ressources immatérielles du territoire? Et donc là, je salue nos amis d'initiatives durables et de toute cette approche sur les nouveaux modèles économiques territorialisés et l'économie de la fonctionnalité, de la coopération en particulier. Parce que vous voyez qu'en fait, en arrivant à cet endroit du référentiel, hein, on part de l'engagement et de ce qui fait mouvement chez les acteurs et on arrive sur la valeur qu'on crée, ben, on peut tout de suite déboucher derrière sur la question des modèles économiques. C'est-à-dire quand on est conscient que collectivement, un agencement d'acteurs collectif permet de tenir une ambition politique, de la co-construire entre acteurs publics et privés, ben, on peut réfléchir derrière à son conventionnement, à l'organisation de la répartition aussi de la valeur, y compris monétaire et économique. Et vous voyez, installer peut-être d'autres modalités de travail que bah, la sacro-sainte concurrence des acteurs entre eux pour tenir tel ou tel pan de politique publique et être plutôt dans des logiques de répartition, de partage d'une valeur, y compris économique et monétaire, dans la façon de tenir les enjeux du territoire.